Bonjour Sam, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense nous touche tous, l'entretien de la maison. C'est vrai qu'entre tous les produits qu'on vend en rayon, les techniques de grand-mère, les conseils en ligne, c'est parfois un peu la jungle pour savoir comment faire bien, surtout si on veut être efficace, mais aussi faire attention à notre santé et à la planète. Justement, notre discussion aujourd'hui va tourner autour des éco-gestes et des techniques d'entretien. On s'est basé sur des guides assez pointus, certains même pour les pros de l'aide à domicile, mais franchement, il y a plein de pépites pour tout le monde dedans. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'un éco-geste vraiment? Pourquoi c'est important? Et surtout, quelles sont les astuces, les méthodes concrètes pour un ménage plus sain, plus simple au quotidien? Prêt à creuser? Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ces documents, c'est vraiment cette approche globale. On ne parle pas juste de choisir un produit bio. Annonce. Non, ça va plus loin. Ça touche à l'organisation du ménage, aux bonnes techniques pour pas s'abîmer le dos, par exemple, à comment utiliser moins d'eau, moins d'énergie. C'est vraiment une vision d'ensemble. D'accord. Alors, commençons par la base. Un éco-geste, si on devait le définir simplement d'après ces guides. En gros, c'est un geste simple qu'on peut faire tous les jours, chez soi ou même au bureau, et qui vise à réduire notre impact sur l'environnement. Ça va de l'énergie à l'eau, aux déchets. Mhm. Mais ça intègre aussi des notions de développement durable, comme faire attention aux autres, le principe de précaution. C'est assez large, en fait. D'accord. Et pour les professionnels, comme les aides à domicile, ça a une dimension supplémentaire? Oui, pour eux, ça s'inscrit dans une démarche qu'on appelle RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et ça inclut très clairement la protection des personnes. Bien s'équiper, adopter les bonnes postures pour éviter de se faire mal. Le principe de précaution, ça me fait penser aux produits d'entretien classiques. Les sources sont assez directes sur les risques, non? Oui, elles le sont. Elles rappellent un chiffre qui fait réfléchir. L'air à l'intérieur de nos maisons serait souvent 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Ah oui, quand même. Et les produits ménagers y contribuent pas mal. Beaucoup libèrent ce qu'on appelle des COV. Les fameux COV, oui. Composés organiques volatiles. Mais concrètement, c'est quoi le souci avec eux? Le problème, c'est qu'ils peuvent irriter les yeux, la gorge, les poumons. Et si on y est exposé souvent, sur le long terme, on suspecte que ça puisse favoriser des allergies ou même de l'asthme. Les guides citent des études, parfois anciennes, comme une du FC Que Choisir, qui montraient déjà la présence de substances comme le formaldéhyde, par exemple. D'accord. Et ce n'est pas que l'air qu'on respire, j'imagine. Le contact avec la peau, c'est aussi un point d'attention, hein. Absolument. On parle de risques de dermatite, d'eczéma, et puis il y a la question des résidus qui peuvent rester sur les surfaces qu'on touche. L'idée, c'est pas de faire peur, hein, mais de réaliser que ces produits sont pas neutres. Donc, même si on utilise encore des produits classiques, il y a des précautions de base à prendre. Les guides insistent là-dessus, hein. Oui, et c'est essentiel. Déjà, lire l'étiquette et respecter les doses. Mettre plus de produits, ça nettoie pas mieux, souvent ça pollue plus, et ça coûte plus cher. Mhm. Ensuite, et ça c'est capital, ne jamais, jamais mélanger les produits. Surtout l'eau de Javel avec un produit acide, type détartrant ou vinaigre. Ça libère des gaz hyper toxiques. Ah oui, ça c'est le truc à pas faire. Exactement. Et puis une chose toute simple mais fondamentale, aérer. Ouvrir grand les fenêtres au moins 10 minutes par jour et surtout pendant et après avoir fait le ménage. Ça renouvelle l'air. Et bien sûr, vérifier que les grilles de ventilation sont pas bouchées. Tout ça explique bien pourquoi on cherche des alternatives. Justement, les sources parlent beaucoup de produits plus écolos. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Les labels, par exemple. Alors les labels, c'est une bonne piste. Ceux qui sont vraiment recommandés, notamment par l'ADEME, ce sont l'écolabel européen, vous savez, le logo avec la petite fleur, Oui, je vois. et son équivalent français, NF Environnement. Ce sont les deux seuls labels écologiques officiels en France pour les produits. Ils garantissent non seulement un impact réduit sur l'environnement, mais aussi une efficacité testée. Et ça, c'est important. Donc, si on voit un de ces deux logos, on peut y aller avec une certaine confiance. Oui, ce sont des repères fiables, contrôlés par des organismes indépendants comme l'AFNOR. Après, il existe d'autres labels privés, comme Écodétergent, basé sur le cahier des charges EcoCert, ou Nature et Progrès, qui est souvent encore plus strict, avec des critères sur le bio, le local, l'absence de pétrochimie. D'accord, donc regarder les logos, c'est une première étape. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire soi-même ou avec des produits de base, non? Tout à fait, hein. C'est l'autre grande tendance. Et souvent, on a déjà ce qu'il faut dans nos placards de cuisine. Comme quoi, par exemple? Le trio gagnant, ce serait quoi? Sans hésiter, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon noir.
Le vinaigre blanc, on en entend parler partout. C'est si bien que ça? C'est vrai qu'il est très polyvalent. Son acidité le rend super efficace contre le calcaire, pour les robinets, la bouilloire, les parois de douche. C'est aussi un bon désinfectant léger et un super nettoyant pour les vitres, juste dilué dans de l'eau. Mais il y a des précautions à prendre, j'imagine, avec cette acidité. Oui, absolument. Il faut éviter de l'utiliser sur les surfaces calcaires comme le marbre ou certaines pierres naturelles, ça peut les abîmer. Et on le répète, jamais avec de l'eau de Javel. Ok, compris. Et le bicarbonate de soude alors? Quelle est sa force? Lui, c'est plutôt l'inverse. C'est une base douce. Il est génial parce qu'il nettoie, il désodorise, top pour le frigo ou les chaussures, il détache un peu, et il a un léger pouvoir abrasif qui aide à récurer sans rayer. On peut les mélanger, vinaigre et bicarbonate? Oui, ça crée une réaction effervescente qui peut être utile, par exemple pour aider à déboucher une canalisation ou nettoyer les joints. Mais attention, chimiquement, ils se neutralisent. Donc pour un nettoyage classique, mieux vaut les utiliser séparément. D'accord. Et le troisième, le savon noir? Le savon noir, souvent à base d'huile d'olive ou de lin, c'est un super dégraissant. Très bien pour nettoyer les sols, le plan de travail, même le barbecue. Il est généralement plus doux pour les mains que le savon de Marseille. Ah, le savon de Marseille, un autre classique. Oui, qui reste un excellent dégraissant et détachant. Mais il faut chercher le vrai, traditionnellement composé à 72% d'huile végétale, sans ajout de parfum ou de colorant. Les guides mentionnent aussi d'autres produits un peu moins connus, comme les cristaux de soude, le percarbonate. Oui, rapidement. Les cristaux de soude, c'est plus costaud que le bicarbonate. Très efficace pour dégraisser les plats très sales, nettoyer une terrasse, mais c'est plus irritant, donc il faut absolument porter des gants. Mhm. Et la terre de sommière, hein? Ça, c'est une argile en poudre. C'est magique pour absorber les taches grasses à sec sur un tapis, un canapé en tissu, du bois. On se poudre, on laisse agir, on brosse ou on aspire. Très pratique. Ça fait pas mal d'options, hein. Mais vous le disiez au début, même si c'est naturel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Exactement. C'est un point super important sur lequel les sources insistent. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Le vinaigre est acide, les cristaux de soude sont irritants. Il faut manipuler ces produits avec soin, respecter les conseils d'utilisation, porter des gants quand c'est recommandé, et surtout les garder hors de portée des enfants. Logique. Un autre point où les sources semblent diverger un peu, ce sont les huiles essentielles. Certaines en mettent dans les recettes maison, d'autres sont plus réservées. C'est vrai, il y a une nuance à apporter ici. Certaines sources suggèrent d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de citron, de titri, d'eucalyptus, pour parfumer ou pour renforcer un peu l'effet désinfectant. Oui. D'un autre côté, d'autres guides, s'appuyant sur des études, rappellent que les huiles essentielles sont très concentrées, qu'elles émettent aussi des COV et qu'elles peuvent être très allergisantes ou irritantes pour la peau et les voies respiratoires, surtout chez les personnes sensibles, les enfants, les femmes enceintes. Donc, quelle est la conclusion? On en met ou pas? La prudence est de mise. Si on veut les utiliser, c'est vraiment avec parcimonie, quelques gouttes seulement. Il faut toujours bien aérer après. Et peut-être les éviter carrément si des personnes fragiles vivent dans la maison. Ce n'est pas indispensable pour que le ménage soit efficace. D'accord, c'est noté. Pour qu'on visualise mieux, vous auriez un exemple de recette toute simple tirée des guides Réa? Oui, une ultra simple, pour les vitres par exemple. Dans un vaporisateur, on met environ un quart de vinaigre et trois quarts d'eau. On peut ajouter une goutte de liquide vaisselle si on veut, mais c'est même pas obligé. Et on fait comment? On vaporise sur la vitre, pas trop, et on essuie avec un chiffon microfibre propre et sec. Ou alors avec une raclette, en faisant des mouvements réguliers et en essuyant la lame entre chaque passage. Le secret, c'est surtout de bien sécher les bords avec un autre chiffon sec pour éviter les traces. Simple, économique, efficace. Impeccable. Une autre alternative au produit, c'est la vapeur, c'est ça, hein? Oui, le nettoyage à la vapeur est souvent mentionné comme très intéressant. La haute température de la vapeur décolle la saleté, dissout les graisses et tue la majorité des bactéries et acariens sans aucun produit chimique. C'est top pour les sols durs, les carrages, les joints, même les vitres ou les tissus d'ameublement avec les bons accessoires. Mais il y a un mais? Le mais principal, c'est l'humidité. Comme ça produit beaucoup de vapeur d'eau, il est crucial de bien aérer la pièce pendant et surtout après le nettoyage vapeur. Sinon, on risque de créer un environnement propice aux moisissures. C'est le revers de la médaille. Ok, donc on a vu les produits, naturels ou labellisés, les précautions, mais les guides insistent aussi beaucoup sur la façon de faire, la méthode. Avoir les bons outils, ça suffit pas, hein. Ah non, loin de là. La technique, c'est fondamental.
Une bonne méthode, ça permet d'être plus rapide, plus efficace, d'utiliser moins de produits, moins doux, et surtout, de moins se fatiguer et de moins s'abîmer la santé. C'est logique. Quels sont les grands principes qui reviennent? Il y a 3 règles d'or qu'on retrouve partout. La première, toujours nettoyer du haut vers le bas. La poussière et la saleté tombent avec la gravité, donc on commence par les étagères, les meubles hauts, et on finit par le sol. Logique. Deuxième règle, aller toujours du plus propre vers le plus sale. Par exemple, quand on nettoie la cuisine, on commence par les placards, puis le plan de travail, et on finit par l'évier et la poubelle. Ça évite de ressalir ce qui est propre. D'accord. Et la troisième? Progresser du fond de la pièce vers la sortie, surtout pour le lavage des sols. Comme ça, on ne marche pas sur ce qu'on vient de nettoyer. Ça paraît évident, mais combien de fois on se retrouve coincé dans un coin? C'est vrai. Ça arrive. Et puis, il y a un concept un peu plus technique, mais intéressant. C'est le cercle de Zinner. Le quoi? Le cercle de Zinner. C'est un principe de base du nettoyage pro. Mhm. Il dit que l'efficacité du nettoyage dépend de 4 facteurs qui interagissent. L'action chimique, le produit, l'action mécanique, le fait de frotter, brosser, la température, de l'eau par exemple, et le temps d'action, laisser agir le produit. Et alors? Bah, l'idée c'est que si on diminue un de ces facteurs, par exemple on utilise un produit moins puissant, donc moins d'action chimique, il faudra compenser en augmentant un ou plusieurs des autres. Frotter un peu plus, laisser agir plus longtemps, ou utiliser de l'eau un peu plus chaude si c'est possible. Ça aide à comprendre comment adapter sa façon de faire. Ah oui, c'est malin comme approche. Et au niveau de l'organisation générale, il y a des conseils? Faut-il tout faire à fond chaque semaine? Non, surtout pas. C'est le meilleur moyen de s'épuiser et de se décourager. L'idée, c'est plutôt d'adapter la fréquence des tâches à l'usage réel et au niveau de saleté. Les sanitaires, le plan de travail en cuisine, vider les poubelles, ça demande une attention quasi quotidienne. Oui. Mais le dépoussiérage en profondeur des étagères, le lavage des vitres, le nettoyage des plinthes, ça peut être beaucoup plus espacé selon le logement, le nombre de personnes, la présence d'animaux. Et le premier geste avant de nettoyer, c'est toujours de ranger. C'est impossible de bien nettoyer dans le bazar. C'est sûr. Parlons un peu technique. Pour enlever la poussière, par exemple, quelle est la meilleure méthode selon les guides? Il recommande plutôt l'essuyage humide. Utiliser un chiffon microfibre légèrement humidifié. Pourquoi? Parce que ça capture la poussière au lieu de la soulever et de la faire voler dans l'air. C'est mieux pour la qualité de l'air intérieur et pour les personnes allergiques. Et l'aspirateur? L'aspirateur reste indispensable, bien sûr, pour les sols, les tapis, les moquettes. Mais un point important, il faut penser à nettoyer ou changer régulièrement les filtres de l'aspirateur. Un filtre encrassé, ça diminue l'aspiration et ça peut rejeter des particules fines dans l'air. D'accord. Et la désinfection? On a tendance à vouloir tout désinfecter, non? C'est vraiment utile partout? Justement non. Les guides insistent sur le fait que nettoyer et désinfecter, ce sont deux choses différentes. Le nettoyage enlève la saleté visible et une partie des microbes. La désinfection tue les microbes restants. Elle n'est nécessaire que sur certaines zones précises et après avoir nettoyé. Quelle zone, par exemple? Les zones à risque ou de contact fréquent. Typiquement, les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes, la lunette et la chasse d'eau des WC, l'éponge de cuisine, le plan de travail où on prépare la nourriture. Pas besoin de désinfecter les murs ou le milieu du salon, et quand on désinfecte, il faut respecter le temps de pause indiqué sur le produit pour qu'il soit efficace. Et pour laver les sols? Des astuces pour un résultat nickel? L'eau trop chaude s'évapore vite et peut laisser des traces. Choisir le bon produit ou juste de l'eau pour certains sols. Et surtout, bien essorer sa serpillière ou sa frange. Un sol trop mouillé met du temps à sécher et peut être glissant. Et la technique de lavage? La technique souvent recommandée, c'est celle à la godille ou en S. On avance en faisant des mouvements en forme de 8 ou de S, en reculant pour ramener la saleté vers soi sans repasser sur la zone propre. Et encore une fois, pensez à signaler que le sol est mouillé pour éviter les chutes. C'est vrai que maîtriser ces gestes, ça change tout. On est plus efficace, on se fatigue moins, on abîme moins les surfaces. Et j'imagine que cette efficacité, ça a aussi un impact sur les ressources. Moins de produits, moins d'eau. Exactement. Et ça nous amène à un autre grand chapitre des éco-gestes abordés dans ces documents. Les économies d'énergie et d'eau au quotidien. Ça va bien au-delà du ménage pur. Quels sont les points qui ressortent le plus sur les économies d'énergie? Alors, le plus gros poste, c'est souvent le chauffage. Baisser d'1 degré, c'est déjà 7% d'économie. Mais il y a plein d'autres gestes. Éteindre complètement les appareils électriques plutôt que de les laisser en veille. Saviez-vous que les veilles peuvent représenter jusqu'à 10-15% de la facture d'électricité annuelle? Ah oui, c'est énorme. Passer aux ampoules LED.
qui consomment beaucoup moins. Dépoussiérer les ampoules et les abat-jours, ça améliore la luminosité. Pour le lave-linge, tournez à basse température. 30 degrés Celsius suffisent pour la plupart des lessives aujourd'hui, et ça consomme 3 fois moins d'énergie qu'un cycle à 90 degrés. Et toujours bien remplir la machine, j'imagine. Oui, faire tourner à pleine charge, et si possible privilégier le séchage à l'air libre plutôt que le sèche-linge, qui est très énergivore. Et côté cuisine, où il y a des astuces énergivores. Plein. La première, mettre un couvercle sur la casserole quand on fait chauffer de l'eau ou mijoter un plat. Ça divise la consommation d'énergie par 4. Adapter la taille de la casserole à la taille de la plaque de cuisson. Éteindre les plaques électriques ou le four un peu avant la fin de cuisson. La chaleur résiduelle suffit souvent. Et pour le frigo et le congélateur. Très important. Les dégivrer régulièrement. Dès qu'il y a quelques millimètres de givre, la consommation augmente vite jusqu'à 30%. Ne pas les placer près d'une source de chaleur, four, radiateur, soleil direct. Et éviter d'y mettre des aliments encore chauds, attendre qu'ils refroidissent. D'accord. Et pour économiser l'eau, quels sont les rappels principaux? Les gestes de base, mais qu'on oublie parfois. Fermer le robinet quand on se brosse les dents, quand on se savonne. Traquer les fuites, un robinet qui goutte, une chasse d'eau qui coule, ça peut gaspiller des centaines de litres par jour. C'est fou. Utiliser un lave-vaisselle est souvent plus économe en eau qu'une vaisselle à la main, à condition de bien le remplir et de choisir le programme éco. Et pas besoin de pré-rincer la vaisselle sous le robinet avant de la mettre dedans. D'accord. Et pour les déchets, on connaît le tri sélectif, mais les guides vont plus loin. Oui, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, la priorité, c'est la réduction à la source. Préférez les produits avec moins d'emballage, acheter en vrac, utiliser des contenants réutilisables, gourdes, sacs de course, boîtes pour les restes. Les chiffons lavables au lieu des essuie-tout jetables, par exemple. Exactement. Les microfibres sont très efficaces et durent longtemps. Lutter contre le gaspillage alimentaire est aussi un éco-geste majeur. On estime qu'on jette environ 30 kilos de nourriture par personne et par an en France, dont une partie encore emballée. 30 kilos. C'est énorme. Comment on fait pour réduire ça? Mieux planifier ses repas et ses courses avec une liste. Bien ranger son frigo pour voir ce qu'on a. Comprendre la différence entre la DLC, date limite de consommation, à respecter impérativement pour les produits frais, et la DDM, date de durabilité minimale, anciennement DLUO, qui indique que le produit peut avoir perdu un peu de goût ou de texture, mais reste consommable sans risque après cette date. Ah oui, cette différence est importante. Cuisiner les restes, congeler ce qu'on ne va pas manger tout de suite. Il y a plein d'astuces. Et le tri, bien sûr, reste indispensable. Fondamental. Il faut bien suivre les consignes de tri de sa commune, qui sont de plus en plus harmonisées, avec les couleurs de bac et le logo Triman, qui indique qu'un emballage est recyclable. Pensez aussi au compostage pour les déchets organiques, si on a un jardin ou s'il y a une collecte collective. Et pour les déchets un peu spéciaux, comme les piles, les médicaments. Surtout pas à la poubelle. Les médicaments non utilisés ou périmés doivent être rapportés en pharmacie. Ils seront incinérés de manière sécurisée. Les piles, les batteries, les ampoules usagées, celles avec le logo poubelle barrée, vont dans des bacs de collecte spécifiques qu'on trouve en magasin ou en déchetterie. Et les vieux appareils électriques ou les vêtements usés? Pour l'électroménager, la priorité, c'est la réparation. Il existe maintenant un bonus réparation pour réduire le coût. Si ce n'est pas réparable, le magasin qui vous vend un appareil neuf a l'obligation de reprendre l'ancien gratuitement. Pour les textiles, pareil, réparation d'abord. Il y a aussi un bonus réparation textile, don aux associations s'ils sont encore en bon état, ou recyclage via les bornes de collecte textile s'ils sont trop abîmés. Certains peuvent même servir de chiffon. Ça fait vraiment une approche à 360 degrés. Mais il y a un dernier aspect qu'on n'associe pas forcément à l'écologie au premier abord, mais qui est dans les guides, prendre soin de soi pendant le ménage. Oui, et c'est peut-être l'éco-geste le plus personnel, mais il est essentiel. Il s'agit de la prévention des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Les TMS, c'est-à-dire? Ce sont toutes les douleurs et les problèmes qui peuvent toucher les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations, à cause de l'activité. On parle de tendinite au coude, à l'épaule, de syndrome du canal carpien au poignet, de lombalgie, mal de dos. C'est très fréquent dans les métiers de l'entretien, mais ça peut toucher tout le monde qui fait son ménage. Et ça vient de quoi principalement? Souvent d'une combinaison de facteurs. Les mouvements répétitifs, frotter, balayer, les postures contraignantes, se pencher, travailler les bras en l'air, le port de charges lourdes, un seau plein d'eau, Comment on peut éviter ça concrètement? en adoptant systématiquement les bonnes postures. La règle d'or, plier les genoux pour ramasser quelque chose ou nettoyer en bas, plutôt que de courber le dos. Gardez le dos le plus droit possible.
Travailler si possible à la bonne hauteur, sans avoir à se pencher ou à lever les bras trop haut en permanence. Alterner les tâches et les mains, si possible. Le matériel peut aider aussi. Énormément. Utiliser du matériel adapté ergonomique, c'est crucial. Un balai ou un aspirateur avec un manche télescopique réglable à sa taille. Un seau avec un bon système d'essorage pour ne pas avoir à forcer sur le poignet en tordant à serpillière. Un marchepied stable et léger pour atteindre les zones en hauteur sans se mettre en danger ou se contorsionner. Choisir des outils légers et maniables. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais ça peut faire une grosse différence sur la fatigue et les douleurs. Exactement. Et les guides recommandent même parfois de faire quelques petits échauffements avant une grosse séance de ménage, et des étirements doux après. Prendre soin de son corps en faisant le ménage, c'est un investissement pour pouvoir continuer à le faire longtemps, sans douleur, sans stress et sans risquer un arrêt de travail. C'est prendre soin de sa propre durabilité, en quelque sorte. C'est une belle façon de voir les choses. Finalement, cette exploration nous montre que les éco-gestes dans l'entretien, c'est bien plus qu'une simple histoire de produits verts. C'est une vraie philosophie globale. Tout à fait. Et le respect de l'environnement, bien sûr, mais aussi notre santé, notre sécurité, l'efficacité de ce qu'on fait, et même des économies de temps et d'argent. Ce sont souvent des gestes simples, des choix plus conscients, des techniques un peu plus réfléchies. C'est exactement ça. Et le moteur de tout ça, c'est l'information et la prise de conscience. Comprendre pourquoi on fait les choses, quels sont les impacts de nos choix, de nos habitudes. C'est ça qui permet de changer durablement. L'impact d'une seule personne peut paraître petit, mais quand on additionne tous ces gestes individuels, ça devient vraiment significatif. En tout cas, ces guides réussissent à transformer une tâche qu'on voit souvent comme une corvée, soyons honnêtes, en quelque chose de réfléchi, d'optimisé, de plus sain, et peut-être même, qui sait, de plus satisfaisant. Ça invite à se demander quelle autre routine de notre quotidien qu'on fait un peu sans y penser mériterait elle aussi qu'on s'y attarde un peu pour voir comment la rendre meilleure pour nous et pour la planète. Une question à méditer.